revenir en vitesse. Il fallait mettre cette communication en avant, expliquer aux Maliens qui attaque les camions citernes. Parce que quand on dit Génim là, c'est vague. Dans Génim, on a qui et qui? Dans Génim, on a 4 groupes. Et dans 4 groupes, il y a 2 groupes dirigés uniquement par les Algériens. C'est le groupe Akmi et puis le groupe Al-Mourabitoun qui est dirigé par Mokhtar Bel Mokhtar, qui a été annoncé plusieurs fois mort. Mokhtar Bel Mokhtar, c'est un citoyen algérien. Il n'a rien de malien. Donc demandez-vous, pourquoi d'anciens islamistes, d'anciens politiciens algériens, radicalisés, devenus des groupes armés, se retrouvent en territoire malien, attaquent des citernes maliens, prétextant vouloir imposer une certaine version religieuse au Mali? Comprenez que c'est de la géopolitique. Comprenez que c'est une attaque géostratégique que le Mali est en train de subir. À nous maintenant d'apporter une réponse peut-être à la dimension. Maintenant, quelles sont les réponses apportées? Je pense peut-être on aura, les intervenants vont poser des questions du genre. Mais voici ce que je pouvais dire en introduction. Le contexte général et surtout cause de ces attaques qui contribuent peut-être à des difficultés de ravitaillement au niveau du carburant. Ensuite, il faudrait aussi savoir l'identité des groupes qui sont en train d'attaquer. Ce n'est pas des groupes exclusivement maliens. Vous avez seulement 2 groupes qu'on dit être maliens, Ansardine et puis Katiba Massina. Et même là, Ansardine, le chef c'est Yada Gali. Où est-ce qu'il se trouve? Il est en Algérie. Katiba Massina, le chef c'est qui? C'est Amadou Koufa. Koufa se trouve en territoire mauritanien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions sur la question? Mon cher Amelda Dani, voici ce que je pouvais dire en introduction. Si vous avez une autre question, vous pouvez me relancer. Merci. Oui, mais avant de te relancer sur le plan économique, est-ce que tu ne trouves pas que c'est la preuve que les terreaux ont compris qu'ils ne peuvent pas gagner militairement? Donc, ils essaient de gagner politiquement et économiquement parce qu'ils savent très bien qu'une attaque frontale contre les FAMA, ça unirait quelque part le pays contre eux et des renforts tels que l'Alliance des États du Sahel. Oui, ce qu'il faudrait noter, ce n'est pas que les terreaux, mon frère Dani, ce n'est pas que les terreaux ont compris qu'ils ne vont pas faire le poids militairement, mais les sponsors étatiques. Il faut toujours revenir au communiqué officiel du Mali. Les sponsors étatiques étrangers qui sont derrière les terreaux, quand je suis allé jusqu'au niveau du parti FIS en Algérie, revenu jusqu'à la création d'ACMI, c'est pour comprendre qui sont réellement ces gens et pourquoi ils attaquent les camions citernes du Mali. Maintenant, les sponsors étatiques étrangers, dans un premier temps, ils avaient formé des commandos qui, si vous vous souvenez, quand le président Assimi Goïta, son équipe, quand ils sont arrivés au pouvoir, les attaques que le Mali subissait, c'était des attaques à bord des véhicules kamikazes. C'est-à-dire, il y avait des pick-up, véhicules pick-up bourrés de certains, voilà. Vous comprenez ce que ça veut dire? On est sur les réseaux sociaux. Donc, on roulait à toute vitesse et puis on pénétrait dans un camp et puis on se faisait, voilà, comprenez, ça faisait boum et ça faisait des dégâts. Nous avons communiqué, les experts maliens ont compris, ils ont tiré toutes les leçons. Ils ont renforcé la sécurité de nos camps. Parce que les camps les plus ciblés, tous ces camps, ont connu la présence soit de l'aménagement, soit des Barkhane, soit des Takuba, donc, ou des G5 Sahel, c'est-à-dire c'est des camps qui ont été occupés d'une manière ou d'une autre par ceux qui se faisaient appeler des partenaires. Donc ces logiciels, quand non seulement on a renforcé la sécurité des camps, des postes militaires, mais nous avons surtout détruit leur capacité à livrer des kamikazes contre nous. Donc les commandos qui ont été formés pour être kamikazes, ces commandos ont été anéantis. Donc finalement sur le plan militaire, à chaque fois qu'ils s'attaquent à un camp, la preuve, c'est le camp de Nioro. Il y a eu tellement, on ne va pas parler des 100 terreaux qui ont perdu la vie. Il y a eu des camps comme ça où, à chaque fois qu'ils sont attaqués à un camp, ils ont perdu tellement d'hommes valables, parce que ce sont des hommes valables qu'ils envoient en première ligne. Pour tous ceux qui sont experts des questions militaires, quand vous menez une offensive, vous mettez vos hommes les plus durs, les plus coriaces en première ligne. Et à chaque fois, ils se sont fait casser les dents. Donc, ils ont perdu beaucoup d'hommes. Et aujourd'hui, ceux qui sont sur le terrain, nous sommes sur le terrain, ils ont de plus en plus beaucoup d'enfants. Je termine par là. Et ayant compris que sur le plan militaire, c'est-à-dire combat frontal face à l'armée malienne, ils ne font pas les poids. D'ailleurs, les derniers défilés militaires organisés par le Mali en témoignent logiquement. Le Mali est doté de vecteurs aériens, des chars, des blindés, qu'ils ne pourront pas combattre. Vous attaquez un camp du Mali, il y a beaucoup de blindés. Vos balles là, ça ne va que les militaires sont tout de suite à l'abri. Donc ils savent que combat frontal, ils ne vont pas faire les poids. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut créer une psychose en s'attaquant à ce qu'on appelle, en mettant en place ce qu'on appelle une guerre psychologique. Et cette guerre psychologique, c'est quoi? Il faut s'attaquer à des cibles civiles. Et quand je vois des médias de certains pays essayer de faire la publicité des actes de terreur, j'ai dit, mais attention, c'est des camions citernes qui sont attaqués. Ces camions citernes sont conduits par des chauffeurs qui sont des civils. Ces chauffeurs civils-là perdent généralement leur vie. Et ça, si on prend la Convention de Genève, ça entre dans ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité. Des pays qui se disent avoir comme valeur la défense des droits de l'homme, qui se disent avoir comme valeur la défense de certaines normes, mais ce sont les mêmes pays aujourd'hui qui font la communication des crimes contre l'humanité, même pour leurs intérêts.
Donc comprenez que non seulement sur le plan militaire, ils ne vont pas faire le poids, donc ils ont décidé maintenant de s'attaquer parce qu'un camion citerne pris en fait, c'est plus de communication peut-être que 3 camps militaires attaqués. Donc ils utilisent beaucoup plus cette communication. C'est pourquoi à chaque fois qu'au moins il y a un camion qui est atteint, ils font tout pour filmer. Et là encore, ils sont en train de connaître des difficultés parce que la dernière bataille, c'est dans la forêt de Baoulé. La forêt de Baoulé, Kati Dio, c'est 20 Negala, 40. Donc la forêt de Baoulé, c'est aux environs de 60 km de Kati. Parce que la forêt de Baoulé, c'est immense. Mais les tronçons où le combat a eu lieu, c'est entre Negala et puis Soribougou. Ces tronçons, ça fait 25 km. Moi, j'ai eu à passer là-bas plusieurs fois, à moto, je sais pas, dans un bus, véhicule personnel, plusieurs fois. Donc je connais l'endroit par cœur. Là-bas, c'est une forêt, il n'y a pas de village. Mais quand ils se sont attaqués à notre convoi, mais il y avait des forces spéciales qui escortaient. Ils ont voulu incendier, brûler, mettre à feu au moins un camion citerne. Mais ils ont été tenus au respect à distance par les forces spéciales. C'est pourquoi le cousin d'Iyad Agali a perdu sa vie lors de ce combat. Parce que non seulement ils ont été détruits pendant le combat, ils étaient beaucoup nombreux, c'était des forces spéciales du Mali, ils n'ont pas pu faire le poids. Mais derrière, il y a les hélicoptères de l'armée malienne sont arrivés en quelques minutes simplement. Et ces hélicos ont héliporté des commandos maliens qui ont atterri tout de suite derrière les lignes ennemies. Ils ont été presque encerclés. C'est pourquoi ils ont tous été neutralisés. Et le chef même du combat a été blessé. Mais ils ont pu peut-être échapper avec lui. Mais il va rendre l'âme un peu beaucoup plus en avant. Donc militairement, combat frontal, ils ne peuvent pas faire le poids. Même ceux qui sont derrière, et guerre conventionnelle, ils ne nous font ni chaud ni froid. Mais ils s'attaquent à des camions citernes. Et dans tous les pays du monde, il faut peut-être avoir aujourd'hui la puissance de l'armée malienne pour escorter 300 camions citernes sans égratigner. Et là, je ne les ai pas vu parler de ça. Pour vous rassurer, mon frère Dani et tous ceux qui sont en train de nous suivre, cette crise de carburant a beaucoup surtout fait du mal au terreau plutôt qu'à l'armée malienne. Parce que l'armée malienne est ravitaillée autrement. Je ne vais pas vous dire autrement, mais c'est-à-dire, même si ce n'est pas par voie terrestre, l'armée malienne peut bel et bien être ravitaillée. C'est là que beaucoup ont parlé de l'arrivée d'un avion Ilyushin D-78, qui est un avion cargo, citerne, un avion ravitailleur de l'armée russe. Beaucoup pensent que c'est des avions qui peuvent uniquement ravitailler en vol, mais attention, c'est des avions qui ne peuvent pas uniquement ravitailler en vol, mais qui peuvent aussi, parce que ces avions sont chargés au sol. Et puis, c'est des avions qui sont censés ravitailler en kérosène, mais c'est juste une question de cuve. On peut juste, à la place d'une cuve de kérosène, mettre une cuve à essence. Nous savions qu'il y a eu un avion du genre qui, sans doute, a atterri ici à Bamako. On ne va pas entrer dans tous les détails, mais je sais que l'armée malienne peut être livrée autrement. Et d'ailleurs, l'approvisionnement de l'armée malienne, il faudrait distinguer ça de l'approvisionnement du Mali en général. Parce que ce qu'on voit, c'est l'approvisionnement du Mali en général, du Malien lambda. Mais pendant ce temps, nous sommes sur le terrain. Nous avons vécu tout ça ici. Même si je suis sorti quelquefois ici, Iran, c'est pour très peu de temps. Souvent 15 jours tout au plus. L'armée malienne n'a jamais neutralisé autant de terreaux que pendant cette crise de carburant. Je l'ai dit, je répète. L'armée malienne, de mon point de vue, de ce que je sais depuis le début de cette histoire, étant dans la communication depuis le début, l'armée malienne n'a jamais neutralisé autant de terreaux. Donc il y a des milliers de terreaux qui sont abattus par l'armée malienne. Mon frère, il manque donc, nous avons des informations où ils essaient de recruter localement, même par des forces. Toutes les petites villes aujourd'hui, s'ils peuvent, là où s'ils absentent, c'est-à-dire quand l'armée n'est pas là, l'armée est en mouvement, ils obligent des gens, les chefs de village, à recruter, à donner 20 hommes obligatoirement. Tous les villages un peu gros, 15. Et tous les petits villages, 10 hommes. C'est-à-dire qu'il manque crièrement d'hommes. Vous savez, même leurs attaques, regardez, ils n'attaquent dorénavant qu'au niveau des 3 points. C'est-à-dire sur la route de Caille, au niveau des tronçons de la Kamane, et sur la route de Kita, ça aussi c'est entre Kenyaba et Bamako, au niveau de la forêt de Baoulé, et puis à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Et là, c'est au niveau des 2 points. C'est-à-dire entre Kolondjeba, Kadiana, et puis entre Sikasso et Zeboa. Donc quand vous regardez, vous analysez leur attaque aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire malien, ils n'attaquent qu'à 3 points. Parce que les 3 points, si vous prenez le premier qui est la Kamane, ça c'est aux abords de la région de Caille, entre Caille et Nioro. C'est-à-dire la région de Caille est adossée au Sénégal.
Donc là, le Mali continue de la région de Caille est ravitaillée à partir du Sénégal. Il n'y a pas de pénurie de carburant. Ils parviennent à trouver du carburant dans la région de Caille pour orchestrer, pour mener quelques attaques à ce niveau. Bon, de l'autre côté, ils peuvent se doter en carburant de l'autre côté de la frontière ivoirienne, soit du côté, voilà, Kadiana ou bien Zégoua. Ils peuvent là-bas se doter du carburant et venir attaquer, mais ils ne peuvent pas dépasser Kolondjeba. Et de l'autre côté aussi, ils ne peuvent pas dépasser Sikasso. C'est pourquoi dès que le convoi atteint Kolondjeba, Bougouni ou bien Sikasso, le convoi roule en toute sécurité, même pendant la nuit. Parce que les terreaux manquent de carburant pour mener une opération. Aujourd'hui, les terreaux sont limités dans leur action. C'est-à-dire ce qu'ils ont tenté. Et puis c'est pourquoi je dis pas de panique. Les terreaux n'ont pas de carburant aujourd'hui pour mener une opération de grande envergure. Ce n'est pas possible. Toutes les opérations sont cantonnées près des frontières mauritaniennes, sénégalaises ou ivoiriennes. Au-delà, éloignées de ces frontières, les terreaux sont en manque de carburant. Et souvenez-vous, pourquoi les sponsors des terreaux les ont obligés à passer à cette stratégie de combat? C'est parce que l'armée malienne les avait asphyxiés, avait interdit à certaines stations-service à l'intérieur du pays, dans certaines zones rurales, de fonctionner. Donc les terreaux, dans leur communiqué, ils ont dit que l'armée malienne allait priver de carburant. Ce n'est pas normal. Si tel est le cas, tout le Mali doit souffrir de ce manque de carburant parce qu'ils en manquent. Les terreaux n'ont plus le carburant pour mener. Et d'ailleurs, ils sont en train de... J'ai vu l'une de leurs vidéos où ils appellent à passer à des motos électriques. Comprenez? À des motos électriques. Donc les terreaux sont en manque de carburant. Certes, ça fait mal à la population. Mais depuis le début de cette histoire, depuis l'arrivée au pouvoir du président Assimi Goïta, son excellence, les terreaux n'ont jamais perdu autant d'hommes que maintenant. Et quand vous voyez que nous sommes en train d'escorter des centaines maintenant facilement, parce qu'ils avaient créé 3 commandos, 3 groupes nuisibles. Et le commando le plus dynamique était celui qui opérait non loin de la frontière ivoirienne. C'est ce commando qui a été détruit à Kolondjeba. Mais d'après nos informations, ils sont en train de vouloir reconstituer notre commando, mais à partir de ces messieurs, les chameaux, comprenez. Là aussi, nous avons des informations, nous savons comment ils sont ravitaillés et autres, mais rassurez-vous, l'état-major du Mali a mis en place une opération qu'on appelle Fouga Kene. Fouga Kene, ça veut dire quoi? Pour traduire ça facilement en français facile, c'est quoi? Vallée libre. Pleine libre. Il n'y a personne là-bas. Est-ce que tu peux expliquer à celles et ceux qui ne connaissent pas cette opération, qu'est-ce que c'est de manière basique? Cette opération, merci, je vois le général Famouké Kamara, c'est lui le chef de cette opération. C'est l'un des officiers qui a réellement, sur le terrain, commencé la stabilisation des régions du nord du Mali. Parce qu'il était à la tête des opérations militaires dans la région de Gao. C'est de là-bas qu'il a été nommé chef d'état-major de la garde nationale du Mali, le général Famouké Kamara. Et c'est en plus d'être militaire de terrain rompu, lui qui gire chaque fois quand il sort en mission, il dit il part jamais pour revenir vivant. Lui, chaque fois qu'il sort, c'est pour mourir en martyr. Donc c'est un combattant, un homme rompu dans les tactiques de guerre. Et en plus, c'est un grand intellectuel. Il a son doctorat dans un autre domaine. Donc c'est un grand intellectuel, ce monsieur. Donc c'est lui qui a été nommé spécialement pour dégager nos routes nationales de ces terreaux. Et depuis sa nomination, tous les convois sont arrivés à bon port. Il s'agit du général Famouké Kamara, à la fois chef d'état-major de la garde nationale. De l'opération Fougakene, c'est l'opération qui vise à dégager nos plaines, dégager la vallée, dégager les couloirs, dégager toutes les voies d'approvisionnement. Et c'est le général Famouké Kamara qui a été nommé pour mener à bon cette opération de bon terme. Et escorter plus de 300 camions citernes à la fois, ce n'est pas donné à tout le monde, sans égratigner. Mais je vous assure qu'il réussit. Et pendant ce temps, les forces spéciales de l'armée malienne sont en train de se déployer un peu partout. Nous disons à tous les Maliens, à tous les Africains, rassurez-vous. Cette crise des carburants, c'est une occasion en or pour l'armée malienne de finir définitivement avec ces terreaux qui manquent de carburant, qui aujourd'hui, des gens qu'on partait chercher dans des coins de brousse, qui se cachaient derrière les buissons, sont obligés de venir s'exposer aux abords des routes nationales. Et le Mali est doté de suffisamment de vecteurs aériens. Je ne connais pas un seul pays en Afrique de l'Ouest, pas le Nigeria, qui a autant de vecteurs aériens que le Mali. Donc, face à la puissance du fait du Mali, venir aux abords des routes nationales pour attendre les camions citernes, c'est tout simplement se livrer au suicide. Donc, l'opération Fougakene, c'est l'opération qui vise à dégager les voies d'approvisionnement du Mali en hydrocarbures. Merci. Très bien, on ne donne pas assez de détails sur cette opération, c'est très important. Draman, nous sommes à toi pour des questions si tu en as un, frère. Ok, ouais. Mon général, Ouais. comment tu vas?
Colonel, T'as ça mes va, moi. respects. Malgré que t'es mon fils, t'as mes respects, tu vois. Ça, c'est une réalité. Ça, tu savais, j'allais t'attaquer sur ce point-là et j'allais pas t'épargner. En tout cas, merci pour tout le temps.